Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Intelligence du Monde. Aujourd'hui, nous parlons d'un pays pas souvent très populaire depuis ces dernières années, mais pourtant, ça a été un très grand pays et je dirais même une grande puissance à une certaine époque. Il s'agit de la Grèce, qui est connue ces dernières années davantage pour la crise, ou alors devrais-je dire la très forte crise qui l'a secouée. Nous allons aller à l'origine de ce pays et nous verrons ce qui a constitué justement l'essentiel de la crise grecque. Ce sera plus dans la deuxième partie de cette émission. Et comme chaque soir, pour en parler, nous avons des invités qui vont nous permettre, à travers leurs connaissances et leurs analyses, de comprendre le sujet du jour. Je commence par ma gauche avec un confrère, Igris Lynch, qui est un habitué déjà de ce plateau de l'Intelligence du Monde, qui travaille toujours, assurément, pour l'agence Ecofin. Il y a eu beaucoup de mutations dans l'univers médiatique camerounais, dont il me semble aussi à Vox Africa. Non, je suis toujours à l'agence Ecofin. Et oui, on continue de scruter l'évolution de la finance africaine et des économies africaines, qui finalement résistent très bien à la crise de la baisse des prix des matières premières et qui certainement aura de très belles perspectives à avoir pour l'année 2018. Donc, voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. En face de vous, quelqu'un qu'on ne présente plus, ou qu'on ne devrait plus présenter, c'est le docteur Maurice Simodium, fidèle au poste, une fois de plus ce soir. Docteur Simodium, bonsoir. Bonsoir, Jules. Alors, comment vous arrivez, et je vous pose cette question d'entrée, à gérer cette grande notoriété qui émane de votre présence et de vos prestations sur ce plateau de l'Intelligence du Monde, de Vox Live à une époque et aujourd'hui de l'Intelligence du Monde? Mais je les perçois comme un défi parce que il est très facile de succomber à la tentation du triomphalisme, et alors qu'on est encore un apprenant. Je suis encore un humble chercheur. Et vous savez ce qu'on dit des chercheurs. Les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Les chercheurs qui continuent de chercher, on en trouve. Voilà. Alors, je dois dire que certains de nos téléspectateurs vous suggèrent carrément de faire des livres. Moi, j'ai lu des commentaires sur les réseaux sociaux très flatteurs à votre endroit. Ça vous laisse de marbre? Pas du tout. Vous savez, quand on veut semer le maïs, on sème rapidement et ça prend 3 mois, on a un épi de maïs. On peut déjà manger. Mais quand on sème un baobab, on prend son temps, on sème et ça prend 1 siècle pour produire un arbre. Mais c'est pour la vie. Merci en tout cas d'être encore là ce soir. J'accueille notre dernier invité pour cette première partie de l'émission. C'est le docteur Jean-Marie Yombo, qui est enseignant de littérature comparée à l'Université de Yaoundé 1, c'est bien ça? Non. Je ne suis pas enseignant de littérature comparée. Je vais simplement dire que j'ai soutenu une thèse sur l'esthétique post-moderne dans l'œuvre romanesque de Milan Kundera. Mais ça vous prédestine à l'enseignement? Forcément, je ne veux pas paraître un usurpateur. Et puis, ce que vous avez dit d'entrée de jeu ne colle pas exactement avec ce que j'ai fait. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour m'étonner. Quand je suis devant un baobab ou alors quelqu'un de si précieux que Maurice Simodium, et qui s'il la joue très modeste, je me demande si c'est comme cela que se comporte le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec que je suis? Je crois qu'il va très vite brûler. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Je dois dire qu'en deuxième partie, le docteur Jean-Marie Yombo va nous quitter. Il sera remplacé par une autre invitée avec qui nous allons effectivement parler de cette deuxième partie de la Grèce. Il s'agit de Madame Kuo Megedzi Raïssa, j'espère que je prononce bien, elle viendra me corriger si ce n'est pas le cas, qui elle est chercheuse en relations internationales. Donc voilà, madame, monsieur, le décor et les invités que nous avons pour cette édition de la Grèce. Et nous allons commencer, vous vous en doutez bien, par un sujet qui nous permet effectivement de revenir sur le miracle grec autant pour moi, et le pillage de l'Égypte antique. Nous allons voir ça dans cet élément et nous revenons pour en parler sur le plateau de l'Intelligence du Monde. À tout de suite. Pour la plupart, la Grèce est le berceau de la civilisation universelle. À travers ses savants, ce pays est considéré comme le réservoir de la connaissance. Pourtant, à y regarder de près, on s'aperçoit que la Grèce n'est en réalité que l'élève de l'Égypte antique. De fait, la majorité des chercheurs grecs, considérés de nos jours comme des références dans tel ou tel domaine du savoir, se sont en effet nourris des procédés qui existaient depuis des siècles dans l'Égypte antique.
En cela, l'exemple de Thalès est l'un des plus emblématiques. Entre 650 et 540 avant Jésus-Christ, la Grèce découvre à travers ce chercheur la science de la géométrie. Les théorèmes de Thalès sont vulgarisés de par le monde occidental, qui lui en attribue la paternité. À aucun moment, il n'est fait mention de ce qu'il est en réalité l'élève des prêtres égyptiens, qui appliquaient ses connaissances depuis 2300 avant Jésus-Christ, notamment dans la construction des pyramides. C'est auprès de Néloxénos, mathématicien égyptien, qu'il apprend à mesurer la hauteur d'une pyramide par rapport à son nombre. Plus tard, ce sera toujours auprès d'astronomes égyptiens qu'il apprendra à calculer l'arrivée d'une éclipse solaire. Autre exemple, Pythagore de Samos, le célèbre mathématicien et philosophe. Il fut élève pendant 22 ans des prêtres à Memphis, à Thébès ou à Héliopolis. De ces années d'apprentissage, il crée le pythagorisme, un savoir essentiellement basé sur les pratiques et les institutions religieuses égyptiennes. Très bon élève, il est aussi initié au mystère des temples d'Égypte. Ses connaissances mathématiques s'inspirent du savoir du mathématicien égyptien Hamès. De retour en Grèce, de nombreux chercheurs entreprennent en vain de vulgariser le savoir égyptien. Avec le début de l'esclavage, les efforts sont doublement consentis pour n'accorder aucune civilisation et aucun savoir à l'homme africain. De retour sur le plateau, et je veux dire, on ne pouvait pas mieux planter le décor, et je m'empresse de me tourner vers le docteur Jean-Marie Yombo. On a longtemps été émerveillé par cette Grèce, parce qu'on a longtemps cru, ou on a longtemps voulu nous faire croire que tout ce qu'on pouvait savoir partait de là. Et aujourd'hui, on se rend peut-être compte, comme dirait quelqu'un, vaut mieux tard que jamais, que ça n'a pas du tout été le cas. Oui, Jules, je voudrais dire que c'est ce qui nous a été enseigné en terminale, dans notre cours de philosophie, c'est qu'il y a eu un miracle grec, même si après, les enseignants de philosophie nous ont fait remarquer qu'il n'en était rien. D'abord, il faut expliquer la notion de miracle, entendue comme un fait spontané, inexplicable par la raison. Mais pour ce qui concerne le miracle grec, il s'agit de cette période du 5e siècle, à partir du 5e siècle, pendant laquelle la Grèce a connu un moment faste sur les plans intellectuels, sur les plans économiques, du moins sur tous les plans. Seulement, l'origine de ce miracle grec n'a jamais été présentée clairement aux yeux du monde. Il faut faire de la recherche en tant qu'Africain, lire Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, et plus récemment Mbokdi Bombari, sur la foi des recherches duquel je suis autorisé à penser que l'Égypte antique est le berceau de toute la civilisation mondiale. Car, il faut bien le rappeler, c'est Cadmos qui, le premier, a fondé ce qu'on a appelé la première dynastie grecque. Car Cadmos, c'est un nom qui vient, n'est-ce pas, de Canaan, qui renvoie ici, n'est-ce pas, au noir. Vous devez bien savoir que Canaan était le fils de Noé. J'allais dire le petit-fils de Noé parce que Cham avait été maudit et on avait dit que Cham, ses fils seraient, n'est-ce pas, des esclaves. Mais vous voyez bien qu'au fil de l'histoire, on se rend compte que c'est ce Canaan qui a fondé cette Grèce qu'on présente aujourd'hui comme étant le berceau de la civilisation mondiale. Du coup, je crois qu'il faudrait revenir à la vérité des faits. L'Afrique est le berceau de cette civilisation et les Égyptiens ont longtemps séjourné en Égypte où ils ont appris aux côtés des prêtres grecs. Car, je voudrais ajouter que car, à l'origine, les Égyptiens sont très religieux et il y a tout un enseignement ésotérique qui est communiqué à travers les textes de Hermès Trismégiste. On reviendra peut-être dessus. D'accord. Alors, docteur Simodium, aujourd'hui, il est établi, et j'aimerais, puisqu'on est censé être sur une chaîne qui s'intéresse aux faits, qu'on revienne sur les faits qui démontrent à suffisance que la civilisation est partie d'Égypte et jamais de la Grèce. Alors, le reportage de Magloire Tchepmou tout à l'heure, il a cité Pythagore. 2 points, oui. Thalès. Il a cité Thalès. Oui. On peut ajouter Aristote, on peut ajouter Démocrite. Tous ces savants grecs, quand ils partaient de l'Égypte, de leur pays, la Grèce, c'était des marchands, c'était
des paysans, c'était pour la plupart des gens de la société, des gens du commun. Parce que la société grecque, pré-miracle grec, était une société sans science. C'était une société fermée à la science, qui n'aimait pas la science. C'est lorsque toutes ces personnes s'en vont s'instruire en Égypte, et comme l'Égypte était une civilisation de l'équilibre, du partage, de la tolérance, de la convivialité, les Égyptiens les ont instruits, et c'est ainsi que pendant 4, 5, parfois jusqu'à 12 ans, ces personnes ont acquis les rudiments, les instruments de la métaphysique, de la géométrie, de l'algèbre, de la mathématique, de l'astronomie et même de la religion, surtout de la religion, parce que tout ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme s'origine dans l'Égypte antique, où des symboles ont été récupérés et détournés. Donc nous verrons peut-être plus tard comment ces symboles ont été détournés, mais les livres de Cheikh Anta Diop, comme l'expliquait le docteur Yombo, sont très clairs à ce sujet. Les livres de Théophile Obenga, ils sont très clairs. Tout ce que la Grèce a pu présenter comme étant des inventions endogènes domestiques était en réalité d'inspiration égyptienne. Sauf que la Grèce apporte une innovation. C'est-à-dire la civilisation égyptienne était une civilisation holiste. C'est-à-dire les anthropologues parlent de la société holiste pour parler de la société dans laquelle les hommes sont considérés comme des membres d'une collectivité, d'un ensemble, d'un groupe. Et ils sont décrits et déterminés par les liens qui les lient les uns aux autres. Et aussi à ce groupe. Mais bon, la société égyptienne était donc une société holiste. Et pendant 2 millénaires avant le contact avec la Grèce, pendant 2 millénaires, cette société avait sa façon de rechercher le progrès. C'était dans la conservation des liens d'équilibre, dans la conservation et la transmission de l'équilibre entre l'homme et l'environnement. C'est la première société écologique du monde sur le plan historique. C'est également la société de l'équilibre entre les générations. L'homme s'arrange pour léguer à sa descendance un monde sûr, un monde viable. C'est pour ça que les Égyptiens n'agressaient pas la nature, n'agressaient pas l'environnement. Donc c'était cette forme du progrès. Mais les Grecs, les Romains et tous les autres, les Français, les Renans et tout, quand ils ont étudié ce miracle, ils ont trouvé que ce miracle, le miracle grec, ils ont reconnu qu'il y avait un miracle grec qui se décrivait de cette manière. Un peuple qui a réussi à transformer son environnement sans effusion de sang, sans faire la guerre. Ça, c'est l'Égypte. Là, c'est l'Égypte. Oui, je parle de l'Égypte. Quand les Grecs ont étudié ce miracle, ils ont reconnu que c'était un miracle, je cite Renan, un miracle pur. Mais en même temps, Renan dit, mais ce miracle n'est pas pérenne, parce que nous ne pouvons pas imaginer un monde dans lequel la vie est immuable, le progrès est immuable. On se contente de contempler le stock qu'on a. Donc, il va falloir que nous pensions à autre chose. C'est ce que les Grecs ont apporté. Ils ont pillé tous les instruments, tous les outils de la métaphysique et puis de la science dure, et ils ont construit donc un nouveau type de civilisation qui était la civilisation individualiste, qui s'oppose donc à la civilisation holiste. Donc, la personne qui était le membre de la collectivité devient un individu, c'est-à-dire une entité qui se tient de façon systémique, qui pense à ses droits, qui pense à ses prérogatives et qui minimise les liens qui le lient à la société, au groupe. Donc, voici l'innovation que les Grecs apportent. Et à partir de ce moment-là, ça peut être un peu long, mais c'est nécessaire, à partir de ce moment-là, naît une nouvelle forme de société, mue par les besoins de conquête, de navigation. Il faut agresser l'environnement. Il faut construire des bateaux et aller conquérir le plus loin possible, conquérir des espaces, dominer les espaces. Il faut créer une religion de la violence, une religion exclusiviste qui est le christianisme, qui va nous permettre de dominer, de conquérir, de soumettre les autres, de coloniser les autres. Donc la Grèce utilise des instruments de l'harmonie pour créer une civilisation de la violence et du déséquilibre. D'accord, on va revenir là-dessus parce que c'est très intéressant ce que vous dites. La question que je voulais poser à Igris Lynch, est-ce que dans cette attitude de la Grèce que le docteur Simodium qualifie gentiment d'innovation apportée par la Grèce, on peut lire, puisque vous êtes dans le domaine des finances, la naissance du capitalisme? Le capitalisme tire son origine d'un ensemble de sciences qui finalement
était plus proche de l'individuel, en fait. C'est-à-dire, on a toujours pensé que les courants de pensée qui ont conduit au capitalisme sont ceux qui pensaient qu'on ne peut pas en même temps progresser tous ensemble au même rythme. À un moment donné, il faudrait évidemment que les intérêts individuels étant poussés dans leur plus proche exacerbation, génèrent une masse de richesse importante qui finalement fait que la communauté devient beaucoup plus riche. Et puis, la recherche effrénée de son intérêt devrait pousser les autres à tellement chercher à le satisfaire qu'eux-mêmes amélioreraient leur capacité à offrir, et donc forcément, il y aurait une amélioration collective. Mais évidemment, aujourd'hui, on constate très bien, c'est vrai dans l'absolu, hein, le monde n'a jamais été autant riche qu'aujourd'hui. C'est-à-dire la richesse actuelle représente la richesse, par exemple, du monde antique, voire 100 fois. Et pourtant, le monde n'a jamais connu autant de pauvreté. Vous avez les richesses qui sont concentrées. Donc oui, comment dire, et puis je ne pense pas que les Grecs ont créé cela. C'était la nature, c'était la civilisation des Grecs. Je pense qu'on ne peut pas porter un jugement négatif dessus. C'était leur mode de vie. C'était un mode de vie où vous aviez le droit finalement d'apporter votre avis sur la gestion de la cité pour défendre votre intérêt. Alors que dans le cas de l'Égypte, on confiait la capacité à défendre ses intérêts à un pharaon qui lui-même était sous l'égide de certains dieux, Horus, Osiris et tout le reste. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Donc, oui, en quelque sorte, la civilisation de l'intérêt individuel, la civilisation de l'individu dans la société peut avoir conduit et même a fortement contribué à l'esprit du capitalisme tel qu'on le vit aujourd'hui. Mais il est évident, peut-être qu'on le verra après, que peut-être ça crée plus de richesse, mais ça ne crée pas plus de justice. Plus de justice, voilà. Alors, docteur Yongo, je voudrais revenir avec vous, parce que comme vous en doutez, il est quasiment impossible de parler de la Grèce, notamment la Grèce antique, sans parler de l'Égypte. Alors, je voudrais qu'on s'appesantisse un peu sur l'Égypte, le miracle égyptien. À quoi était-il dû? Docteur Simodjom a essayé de donner quelques éléments. Est-ce que vous pouvez le compléter? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais dire que pour parler de la Grèce, il faudrait remonter à 750 avant Jésus-Christ. Plus précisément, à cette époque-là, il y a une petite communauté grecque qui a séjourné en Égypte, mais elle n'avait pas le droit d'un séjour continu, elle n'avait pas non plus le droit d'exercer du commerce. Quand un des chefs des 12 gouvernements d'Égypte a pris le pouvoir avec l'aide de quelques Grecs, il leur a donc fait une récompense, c'est qu'ils avaient désormais la possibilité de faire du commerce. Alors, à cette période-là, les Grecs ont pu découvrir le papyrus et, ayant découvert le papyrus, se sont rendus compte que cet élément était très important et qu'il pouvait servir à divulguer le savoir et à le rendre public. C'est quoi le papyrus? Parce que prenez en compte nos téléspectateurs. Le papyrus, n'est-ce pas, est la matière sur laquelle les Égyptiens ont écrit. Parce qu'on a laissé croire qu'il n'y avait que les hiéroglyphes en Égypte, c'est-à-dire un ensemble de signes purement visuels qui avaient un rapport immédiat avec la chose exprimée. Or, à la réalité, l'écriture a été inventée par les Égyptiens. Je ne veux pas remonter au texte de Platon, où on se rend compte que Thoth vient dire au roi Tammuz qu'il a découvert un élément qui va permettre aux hommes de garder la mémoire. Et là, il parle de l'écriture, alors que les chercheurs français ont laissé croire que c'est en Mésopotamie que l'écriture a été découverte, en 3300 avant Jésus-Christ. Ce qui est faux. L'écriture a été découverte en Égypte longtemps avant. Et bien sûr, si on s'en va revoir la tombe de Byblos, si je me trompe, on va retrouver justement ces éléments qui étaient gravés sur du papyrus. En revanche, dans les civilisations mésopotamiennes, il s'agissait davantage des écrits cunéiformes, donc ce n'était pas d'écriture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, dès que les Grecs ont séjourné en Égypte, ils ont donc connu le papyrus et ils l'ont importé dans leur pays. Et c'est comme ça que la science des Égyptiens a été diffusée en Égypte, j'allais dire en Grèce. Et à partir du 5e siècle, il y a ce qu'on a appelé donc la Grèce positiviste.
pour marquer la différence avec la Grèce archaïque, celle de Solon, de Pisistrate et je crois bien de Célmène. Et puis la Grèce dite positiviste, c'est la Grèce de Périclès, là où justement la démocratie commence à s'exprimer. Ce Solon dont on parle et dont on dit qu'il est même le père de la démocratie, lui-même était en Égypte. Et c'est en Égypte qu'il a vu comment les gens avaient la possibilité de se révolter, comment les gens, n'est-ce pas, pouvaient vivre selon le principe de l'égalité. On peut donc dire, sur la base de ces éléments historiques, que Solon a importé la démocratie de l'Égypte. Ça peut faire tout un débat. J'espère qu'on fera ce débat un jour. Maintenant, pour parler de l'Égypte elle-même, l'Égypte antique, il faut savoir, et je l'ai dit d'entrée de jeu ici, que l'Égypte antique a un capital symbolique très fort qui s'adosse sur la religion. Et on ne saurait parler de l'Égypte sans se référer à Hermès Thoth, que les Grecs ont baptisé Hermès Trismégiste, pour dire Hermès 3 fois très grand. Il était 3 fois très grand parce qu'il était d'abord homme, c'est le plus grand initiateur de l'Égypte antique aux sciences ésotériques, mais aussi Hermès renvoie à toute la caste des sacerdoces, c'est-à-dire ceux qui possèdent les savoirs secrets, la science profonde qui permet de transmuer par exemple les métaux en or, on a parlé d'alchimie, et puis Hermès représente aussi un dieu, c'est-à-dire l'ensemble de la milice céleste qui vient au secours de l'humanité lorsqu'elle est souffrante. Donc, Hermès représente donc tout ce grand centre et c'est en faisant les sciences hermétiques que les Égyptiens ont pu connaître justement ce rayonnement dans l'Antiquité. Il n'y a rien d'autre. Et vous devez bien savoir, Pythagore, Platon, Démocrite sont allés s'instruire en Égypte auprès, n'est-ce pas, des prêtres d'Osiris, d'Amon-Ra, auprès desquels ils ont appris beaucoup de choses. Mais la philosophie qu'ils ont prétendu faire dans leur société, à la réalité, c'est une philosophie dégénérée. Parce qu'il s'agit en fait d'une philosophie qui ne trouve jamais de réponse, qui passe simplement le temps à se questionner. Parce que dans la philosophie, on pourrait aussi voir pierre philosophale, c'est-à-dire un élément qu'on utilise pour transmuer le métal en or. Et là, c'est juste une façon métaphorique de parler, pour dire en fait que le philosophe, dans l'Antiquité égyptienne, c'est un sage qui a la capacité de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans sa société. D'accord. Et Ghislaine tient à réagir sur un ou deux points. C'est très beau ce qu'il dit, hein, c'est même très bien dit. Mais on fait aujourd'hui cette erreur en général de vouloir comparer les civilisations. Je suis bien touché qu'il soit très admiratif de la civilisation égyptienne, qui avait certainement ses avantages, ses forces, mais aussi ses propres limites. Hein. N'oubliez pas que le principe même de la hiérarchisation dans l'ensemble des composantes humaines est né en Égypte. C'est-à-dire que, et même, il a raison, le principe de l'égalité des femmes, parce que aujourd'hui la France se vante d'avoir instauré l'égalité, mais je rappelle qu'on a eu des pharaons femmes. Néfertiti était une pharaon femme, donc c'est l'équivalente. Je crois qu'on n'a pas encore de présidente française depuis qu'ils ont déclaré. Mais en Égypte antique, on avait déjà Néfertiti qui était... Elle a failli, mais la société française n'est pas encore prête à avoir une Néfertiti. Les Allemands ont déjà franchi le pas, les Américains traînent encore derrière. Non, ce qu'il faut dire, c'est que il faut comprendre bien aussi la société grecque. C'est une société qui s'est rebellée contre les dieux. Parce que, voilà, elle s'est rendue compte que ces dieux qu'on priait ne leur apportaient pas forcément le bien-être. Et donc, les individus ont commencé à penser que c'est en recherchant eux-mêmes le bonheur qu'ils vont parvenir au stade de la suprématie. Et il y a autre chose, les Grecs n'allaient pas en colonie forcément pour des mauvaises raisons. Ça, il faut quand même qu'on le dise. Pourquoi les Grecs allaient en colonie ? Parce que, d'une manière ou d'une autre, cet esprit de l'intérêt individuel faisait en sorte que, par exemple, quand ton papa décédait, tu transmettais l'héritage à ton fils. C'était pas un bien indivisible, c'était carrément un bien que le fils héritait de lui seul. Et du coup, ses autres frères étaient exclus de toute erreur. Donc, à partir de ce moment, on avait une bande de personnes qui se retrouvaient sans endroit, oui, et donc sont obligés d'aller coloniser. Et ils ne se sont pas levés, ils ont dit on va aller coloniser l'Égypte. Non. Pour aller même coloniser, c'était bien structuré. Et on consultait l'oracle. Et il y avait un leader. Regardez un peu le film Les 300. Les 300. Avant d'aller mener la guerre contre Xerxès,
le puissant guerrier perse, qui est aujourd'hui l'Iran. Avant d'aller mener la guerre contre Xerxès, on consultait l'oracle. Si l'oracle disait que ce n'était pas une bonne guerre, on n'y allait pas. Et on évitait. Oui, et on évitait d'aller dans des civilisations où il y avait des entités bien constituées. C'est pour ça que quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont été émerveillés par le niveau de développement et ils ont pensé qu'il fallait apprendre. Mais l'esprit du grec, ou alors l'esprit de l'occidental, ce n'est pas d'avoir une connaissance collective qui doit être propre aux Africains, mais c'est d'avoir une connaissance dynamique qu'on peut transmettre, qu'on peut partager et qui peut être transformée selon les intérêts des communautés ou des individus. D'accord. Alors docteur Simodjo. C'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que l'innovation principale. Et je crois que Jules a même dit que bon, c'est très gentil de parler d'innovation, là où les Grecs ont fait rentrer le cours de l'histoire de plusieurs générations, c'est-à-dire la spéculation. Est-ce que les Grecs, en ce moment, ont inventé ce qu'on appelle le capitalisme? Je répondrais oui, parce que à partir du moment où c'est l'individu, désormais, qui a la prérogative de créer le monde, ou bien de transformer le monde, ou bien de faire en sorte que le monde obéisse à des lois, de soumettre le monde, eh bien, la spéculation commence, la compétition commence, ce qui n'était pas la préoccupation principale de la société égyptienne. La compétition installe donc tous les autres abus du marché. Donc c'est là que naît l'ordre marchand. Le marché, avec la spéculation, les abus de toutes sortes, les différences de richesse énormes entre les plus gros patrimoines et puis les plus pauvres. Donc nous avons donc l'esclavage en Grèce. L'esclavage, on dit la société grecque, c'est la société de la démocratie. Sauf que les citoyens seuls sont considérés comme ceux qui peuvent avoir accès au suffrage. On parle donc d'un suffrage qui est déterminé par le statut. Ouais. Ce n'est pas la démocratie que nous avons aujourd'hui, une démocratie populaire. Ouais. Donc vous avez des esclaves qui n'avaient pas... Donc c'était la société de la violence. Ouais. Mais justement sur la question de l'esclavage, parce qu'il y a aussi une polémique historique qu'on pourrait profiter de votre présence pour régler. Est-ce que l'Égypte était une puissance esclavagiste? Parce qu'il y a tout un débat là-dessus. Il y a des gens qui pensent que l'Égypte n'avait pas d'esclaves. L'Égypte n'avait pas d'esclaves. L'Égypte avait des prisonniers de guerre. Ça veut dire que les Perses, les Grecs ou bien les Romains un peu plus tard, lorsqu'ils envahissaient l'Égypte, certains d'entre eux étaient capturés. Mais ils étaient traités d'une manière très humaine, sauf qu'ils étaient privés de leur liberté. Et lorsqu'ils montraient, ils faisaient preuve d'un certain sens de la coopération, ils étaient libérés et ils intégraient la société. Mais des esclaves à proprement parler, les écrits n'en ont pas révélé la trace. Et par contre, en Grèce, c'était une société fortement esclavagiste parce que bâtie sur le socle de la violence, de l'exclusion et de la compétition. Pourquoi? Parce que regardez même leur religion. Leur religion est toujours exclusiviste, ça veut dire c'est le seul et vrai Dieu. Vous ne pouvez pas aller au ciel si vous ne passez pas par ce Dieu. Vous ne pouvez pas obtenir ceci si vous ne passez pas par ce Dieu. Donc, cette appropriation, cet emprisonnement de la divinité, ça, ce n'est pas égyptien. Le christianisme n'est pas grec. Hein? Je ne dis pas que le christianisme est grec. Je dis l'exploitation. Je ne dis pas non plus que le christianisme est égyptien. Le christianisme, c'est un système philosophique, qui est un système religieux qui est né longtemps après. Beaucoup plus tard. Mais le socle métaphysique du capitalisme, les instruments du christianisme, du christianisme, on parle bien du christianisme. Je vais dire du christianisme, je vous en prie. Du christianisme, notamment la Trinité et tout ça, s'origine en Grèce, en Égypte, et les Grecs l'ont utilisé, et je le répète, ils l'ont détourné vers la constitution de religions exclusivistes. D'accord. Alors, docteur Yombo, je voudrais qu'on s'arrête un temps soit peu justement sur cette Égypte. Pourquoi, selon vous, l'Égypte n'a pas pu résister à l'agression de ceux qu'on a considérés comme les envahisseurs? Quelles étaient les lacunes? Parce que malgré la toute-puissance de l'Égypte, on s'est rendu compte qu'elle n'a pas pu faire face pendant longtemps. Je crois que la réponse était dans les discours que les deux premiers intervenants ont fait. C'est-à-dire que l'Égyptien n'avait pas développé ce qu'on pourrait appeler ici un ethos de compétition, un ethos qui pouvait le conduire à faire de la rente, à dominer et à s'imposer finalement au reste du monde. Donc, on n'avait pas développé en Égypte le génie de l'ouverture. Voilà pourquoi l'Égypte, qui est restée pendant 2000 ans renfermée,
n'est-ce pas, attirait toutes les convoitises de ses voisins. Il y avait, n'est-ce pas, la civilisation babylonienne avec son culte du taureau, là nous parlons symboliquement, la magie noire. Il y avait les Chaldéens qui aussi avaient des prêtres très exercés dans cette forme de magie. Et vous devez savoir que l'Égypte a connu des assauts multiples durant cette période-là. Il y a d'abord eu, après le grand schisme d'Asie, des prêtres qu'on a appelés les Hyksos, c'était des prêtres rois qui sont arrivés en Égypte et qui ont, n'est-ce pas, apporté une crise de mœurs très grande. Alors les pharaons égyptiens et les grands prêtres se sont retirés dans les sanctuaires pour cacher justement l'enseignement secret. Et c'est à cette période-là, par exemple, qu'on a fait découvrir à la majorité de ceux qui étaient arrivés là le culte d'Isis et d'Osiris. Bon, maintenant, après cette période-là, qui date de 2000 ans avant l'ère chrétienne, il y a eu, n'est-ce pas, l'invasion des Assyriens, j'allais dire des Babyloniens, qui, eux, sont arrivés, n'est-ce pas, avec plus de violence et qui ont imposé justement leur civilisation à l'Égypte avec, n'est-ce pas, des pratiques très négatives. C'est comme cela que... Parce que dans la logique babylonienne, on n'existe qu'en dominant, on n'existe qu'en étant conquérant. Bien sûr. On n'existe qu'en, à la limite, en soumettant. C'est les Arabes d'aujourd'hui. Bien sûr, quand on vous parle de la grande Babylone, n'est-ce pas, dans le texte biblique, en fait, il s'agit d'une civilisation où on ne s'impose que par la force, où on ne s'impose que par le pouvoir, par des pratiques occultes négatives. Or, l'Égypte était davantage axée sur des pratiques positives et elle n'avait pas l'intention de soumettre l'humanité. Son principe était d'apporter la paix universelle au reste du monde. Voilà qu'ils ont donc été envahis, n'est-ce pas, par toutes ces populations dont j'ai parlé. Et plus tard, on va voir comment le règne de l'Égypte va s'éteindre à partir du premier millénaire avant notre ère, avec l'invasion des Libyens, l'invasion de la Syrie, plus tard encore l'invasion de la Perse et enfin avec l'invasion de Rome qui va, n'est-ce pas, mettre de côté les Grecs en 331. Donc voilà comment l'Égypte a connu son déclin parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, une diaspora égyptienne qui est entrée, n'est-ce pas, qui s'est retrouvée en Afrique et cette élite a été ainsi fragilisée. C'est comme cela qu'elle a perdu son pouvoir et toute sa splendeur d'antan. Mais je ne voudrais pas, je m'en voudrais de partir de ce plateau sans avoir dit quelque chose sur ce que rapporte quand même une certaine tradition, parce qu'avec ce sujet, nous convoquons des savoirs très anciens. Oui, c'est clair. Oui, on convoque des savoirs très anciens qu'il n'est pas toujours facile de manipuler. Il est rapporté qu'après le cataclysme qui a renversé le grand continent appelé l'Atlantide, qui était dominé par une race rouge, il y a eu, n'est-ce pas, l'avènement des Noirs africains qui ont trôné au sommet du monde. Et justement, ces Noirs africains qui avaient développé une très haute science ont donc utilisé les Blancs comme des esclaves à une certaine époque. C'est ce qui est rapporté. Je suis encore en train de faire de la recherche là-dessus. Je vous dis simplement ce qui est rapporté dans certains textes. Donc, ils ont utilisé les Blancs comme esclaves pendant plusieurs siècles. De sorte que les Blancs, à force justement de s'intéresser à ce qui faisait le pouvoir de ces Noirs, de ces Africains, ont fini, n'est-ce pas, par conquérir cette science et par les dominer à leur tour. J'entends par là quoi? En fait, les civilisations sont cycliques. Elles commencent, évoluent et puis un jour vont s'éteindre. Et aujourd'hui, on est en train de vivre le déclin de l'Occident. Quand on va vous parler de l'Occident décroché, je crois que c'est un texte que Maurice a lu. On voit bien comment cet Occident est en train de perdre de sa superbe devant les autres puissances qui sont en train de monter. Vous avez parlé de la Chine, je ne veux pas revenir sur un débat que j'ai déjà suivi ici. Donc voilà ce que je peux dire. On ne va pas entrer dans trop de détails, dans trop de profondeur ici. Oui, surtout que pour certains de nos téléspectateurs, ça peut être compliqué de repartir aussi loin. Alors, docteur Simon Diom, j'aimerais quand même qu'on évoque quelque chose qui est aussi en rapport avec l'actualité, c'est l'origine, notamment des différentes religions, parce que quand on parle de la Grèce et qu'on parle de l'Europe à cette époque-là, vous avez évoqué tantôt le christianisme. On a l'impression que vous avez du mal avec le christianisme. En fait, la forme du christianisme telle qu'elle a été vulgarisée aujourd'hui. Et quand on voit l'essor de ces religions ou de cette religion particulièrement sur le continent africain, il y a peut-être des interrogations à avoir à ce niveau-là.
Alors tout à fait, c'est-à-dire le fait religieux est humain, c'est un fait humain. La religion, c'est le génie humain, c'est une tentative de l'homme d'expliquer la nature et la destination humaine après la mort. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc maintenant, il y a des habillages qui vous disent que non, Dieu a écrit tel livre sacré, Dieu a écrit ceci. Mais la réalité, c'est que toute la religion vient de l'homme. C'est l'homme qui établit la relation avec Dieu. Il y a même d'ailleurs des dictons très cyniques qui disent que Dieu a créé l'homme, mais l'homme lui a rendu si bien. Donc, en le créant aussi à son tour et à sa manière. Donc, la religion, c'est un fait humain qui a traversé les millénaires, les manières de se représenter Dieu, de se représenter la destinée humaine après la mort. Tout cela a été varié. Mais brièvement, nous avons deux formes de conception qui est liée aux deux formes de société que nous avons décrites, les sociétés holistes et les sociétés individualistes. Dans les sociétés holistes, la religion n'était pas exclusiviste. En Égypte, la religion n'était pas exclusiviste. Il n'était pas question d'exclure l'altérité dans les autres du corpus religieux, de dire si vous ne croyez pas en notre Dieu, vous serez perdus. Si vous vous convertissez et vous croyez en notre Dieu, vous serez sauvés. Ce n'était pas du prosélytisme. Ce n'était pas du prosélytisme, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, cette religion, la religion n'est que le soutien métaphysique de l'ontologie humaine. Si vous avez une ontologie individualiste, une ontologie de la conquête, de la soumission, de la spéculation, de la violence, vous allez produire des religions de l'exclusion, des religions qui disent c'est le seul vrai Dieu et puis il faut rapidement se soumettre. C'est ainsi donc que les peuples qui voulaient conquérir les autres ont rapidement façonné des dieux sévères, des dieux méchants qui punissaient beaucoup et qui promettaient la mort. C'est à l'image du christianisme. Bon, le christianisme a deux visages. Il y a le christianisme pré-Jésus-Christ, l'Ancien Testament, et le christianisme après Jésus-Christ, le Nouveau Testament. Mais tout ça, c'est la même philosophie politique. C'est Rome qui a définitivement mis un terme au règne de l'Égypte, qui a en même temps construit, qui a érigé le christianisme au IVe siècle après Jésus-Christ au rang d'une religion magnifique, parce que par le passé, c'était une secte. Elle était condamnée et elle était condamnée, stigmatisée, autant que les autres sectes. Mais lorsque l'empereur Constantin a cru avoir fait un songe dans lequel le signe de la croix lui a permis de gagner une guerre, eh bien, à son réveil, il s'est souvenu des paroles mythiques qui avaient été prononcées pendant ce rêve. Par ce signe, tu vaincras. Il a effectivement utilisé la croix pour gagner cette guerre et il a élevé le christianisme au rang de religion romaine. Et c'est à partir de là que nous avons plusieurs conciles qui se succèdent. Les conciles sont des espaces où on règle la question, par exemple, de la divinité de Jésus-Christ, par exemple, de la réincarnation. L'Église a été à un moment donné réincarnationniste avant de devenir résurrectionniste. Tout ça, c'est des arrangements humains entre les mains des classes dominantes pour soumettre les autres classes et également pour conquérir les autres espaces. Alors, Idriss Linge, pourquoi, selon vous, est-ce que c'est finalement, j'ai envie de dire, l'idéologie grecque qui a été répandue dans le monde au détriment de l'idéologie égyptienne? C'est une très belle question que peut-être j'ai de très très grandes connaissances, mais l'histoire m'échappe un peu. Mais du peu que j'ai suivi, il me semble que bien que les Égyptiens aient inventé des conservatoires voilà, de pensées humaines, ce qu'il appelait les papyrus, mais je tiens quand même à dire que quand on parle de Mésopotamie, cela se situe à peu près aujourd'hui sur le territoire irakien et qui est occupé par des Arabes. Et déjà, ils avaient l'écriture parce qu'il fallait réciter des formules magiques pour faire des incantations. Tu as peut-être bien dit ça aussi. Donc, du coup, les Grecs se sont retrouvés avec ce savoir qu'eux-mêmes avaient acquis. Ils ont commencé à l'enseigner aux autres, en fait. À un tel point, c'est quand même assez intéressant quand vous regardez ces éléments historiques. Parce que selon certaines thèses, peut-être que tu vas me corriger,
l'ensemble du savoir qui finalement a été développé par les Grecs. Moi, comment j'ai envie de dire, c'est que les Égyptiens avaient la matière première. Ils avaient une intelligence forte, mais qui n'était pas spéculative, qui était innée. Ça faisait partie de leur naturel d'appréhender ces choses-là. Donc, du coup, il n'y avait pas un besoin de compétition. Alors que les Grecs, eux, sont venus d'un système violent. Vous voyez, les Grecs vont jusqu'à penser que les dieux les ont trompés au point où ils sont venus faire des enfants à leurs femmes. Quand on raconte l'histoire de Persée, d'Andromède, ce ne sont pas vraiment des dieux, mais c'est des enfants qui ont été enfantés parce que Zeus est venu dans la nuit se mettre avec des femmes qui appartenaient à des humains. Et donc, du coup, ça a créé des anti-héros, Hercule, Persée et tout le reste. Donc, les Grecs ont pensé que la meilleure chose qu'on puisse léguer à sa progéniture, d'abord, c'est la pensée, c'est la connaissance, afin qu'ils portent plus loin encore les choses qu'eux-mêmes n'ont pas pu développer. Et je pense que c'est à partir de là qu'on a commencé à évoluer. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que je suivais quelqu'un d'assez pertinent hier, qui disait que l'essentiel pourtant du savoir grec aujourd'hui est conservé non pas dans des archives grecques, mais dans des archives écrites en arabe. Parce que les Arabes sont les premiers à avoir systématisé l'art de l'apprentissage collectif bien avant Charlemagne. Donc c'est, vous savez, cet endroit-là, hein, la Grèce, l'Égypte, l'Irak, la Mésopotamie, l'Israël, c'est une vraie bombe tectonique de savoir universel. Et je pense que si on se penche mieux dessus, sans passion, sans dire « Cheikh Anta Diop a dit », c'est vrai, mais en se demandant nous-mêmes, mais qu'est-ce qui a été dit là-bas et qu'est-ce qui est vrai? Je suis sûr qu'on n'a pas encore découvert les 1/10 du mystère de cet univers-là. D'accord. Alors, docteur Jean-Marie Yombo, sur la question justement de la facilité qu'a eu la pensée grecque à se rependre, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il faut savoir que quand on parle de connaissance, il y a deux niveaux de connaissance. Il y a une connaissance dite ésotérique, c'est-à-dire cachée, et il y a une connaissance dite exotérique, c'est-à-dire celle qu'on peut donner à tout le monde. Les Égyptiens avaient les deux savoirs, le savoir ésotérique et le savoir exotérique. Et il fallait passer par plusieurs épreuves pour avoir accès à ce savoir exotérique. La majorité des Grecs qui étaient arrivés en Égypte n'avaient pas la taille, n'avaient pas le profil pour faire l'exercice qui leur permettrait d'accéder au mystère d'Osiris. Parce qu'il faut savoir que Osiris s'appelle encore le détenteur des mystères. Et c'est d'ailleurs la figure qui préfigure celle du Christ, Jésus. Donc, la majorité dont, n'est-ce pas, au pied des prêtres, a reçu simplement le savoir dit exotérique. Alors, vous savez très bien l'empressement des enfants, lorsqu'ils voient des sucreries, ils sont emportés et veulent vite les consommer. Alors que les adultes font attention aux sucreries et sont plus intéressés par ce qui est amer. Je ne ferai pas la publicité de certaines bières ici. Moi, je ne prends plus certains goûts, n'est-ce pas, sucrés. Donc, avec cette métaphore, je pense, j'ai la faiblesse de penser que c'est ce qui est arrivé aux Grecs. C'est-à-dire qu'ils se sont vite emportés par le savoir exotérique et l'ont, n'est-ce pas, divulgué. Parce qu'il y a une double postulation en nous. Il y a une postulation, n'est-ce pas, vers le ciel, vers on va dire quoi, le savoir mystique, mais il y a aussi une postulation vers la nature. Et vous allez voir que ce qui a été davantage développé, c'est ce qui nous conduit vers la nature, vers notre côté purement physique. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle du miracle grec. Ils ont davantage utilisé la rationalité pour questionner, pour interroger, pour comprendre. Mais au-delà de la rationalité, même si on dit que l'intuition est une autre forme de rationalité, il y a cette façon de percevoir, d'avoir la connaissance qui est bien différente et qui est ce qui est, j'allais dire, la spécificité des grands prêtres égyptiens auprès desquels ces Grecs ont étudié. Je vais vous prendre le cas, par exemple, de Pythagore. Pythagore de Samos était un fils d'un homme très riche. Il a séjourné justement en Égypte et les prêtres égyptiens se sont rendus compte que Pythagore aimait la connaissance juste pour la connaissance. Voilà pourquoi il est l'un des rares à avoir reçu, n'est-ce pas, l'enseignement ésotérique d'Osiris. D'ailleurs, vous devez savoir qu'après l'Égypte, Pythagore a séjourné à Babylone, où encore il s'est initié, ainsi de suite,
Pythagore, c'est donc quelqu'un qui a fait de très grandes initiations. Parce que quand on vient dans les lycées, dans les universités, nous dit, oh, Pythagore a dit, philosopher, c'est apprendre à mourir et autres. On ne nous dit pas qu'il y a tout un savoir caché, secret, ésotérique que nous devons posséder pour saisir cet homme mystérieux. Moi, je crois que la civilisation grecque a quelque chose de lumineux parce qu'elle s'appuie davantage sur la raison que sur des savoirs ésotériques. Mais il y a un autre pan que nous devons fréquenter, c'est ce que les Égyptiens n'ont pas toujours livré, n'est-ce pas, aux Grecs. Donc, du coup, je pense qu'ils ont eu, n'est-ce pas, cette propension à vouloir divulguer le savoir, mais c'était un savoir qui ne prenait en compte qu'un seul pan. Chez les Égyptiens, la science ésotérique, n'est-ce pas, était le condensé de toutes les sciences. C'est-à-dire qu'autant sur le plan religieux que sur le plan purement de la rationalité telle qu'on l'a définie, classique, n'est-ce pas? Les Égyptiens savaient toutes ces choses, sinon ils n'auraient pas fait des pyramides, sinon ils n'auraient pas révélé à Thalès les théorèmes, sinon l'écriture n'aurait jamais été inventée par eux. Donc je pense qu'il y a eu simplement cette faiblesse-là à vouloir dire très vite ce qu'on a reçu, alors que les profondeurs n'ont pas été sondées. D'accord. Alors, nous allons marquer un arrêt pour prendre la deuxième partie de cette émission. Et dans cette deuxième partie, madame, monsieur, nous allons parler davantage d'actualité. S'il y avait des gens qui n'avaient pas entendu parler de la Grèce il y a longtemps, ils ont certainement dû en entendre parler ces dernières années parce que la Grèce, c'est le pays européen qui a connu une crise sans précédent. Et on va essayer de comprendre comment est-ce que cela est arrivé, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et pour planter le décor, je vous propose de suivre cet élément qui nous parle de la Goldman Sachs, très appréciée par mon ami Chris Lynch, et de la crise grecque, et de ce que certains ont considéré comme l'une des fraudes les plus gigantesques du monde contemporain. Nous suivons cet élément et nous revenons sur le plateau pour la deuxième et dernière partie de cette émission. En 2009, la Grèce est en état d'ébriété, l'économie bat de l'aile, le gouvernement est contraint d'aller frapper aux portes des institutions financières. Dès 2010, le pays est mis sous ajustement structurel, c'est le début de la Troïka. Mais comment en est-on arrivé là? Que s'est-il vraiment passé? Pour comprendre, il faut remonter au début des années 2000. À cette époque-là, la Grèce mandate Goldman Sachs comme banque conseil pour l'aider à réduire le service de sa dette. Fin 2001, la banque propose un deal à son client qui lui permettrait de convertir sa dette étrangère en euros via un swap de devises. Il s'agit d'un accord dans lequel deux parties s'échangent des intérêts et capitaux dans des devises différentes. Le mécanisme n'est pas illégal, mais il semble pernicieux dans le cas de la Grèce. Pour cause, il est opéré sur la base d'un taux de change artificiel. Ceci permet au pays de recevoir encore plus d'argent frais qu'il rembourserait plus tard. En tout, 2,8 milliards d'euros de dettes sortent des comptes officiels de la Grèce en 2002, en affichant un taux d'endettement de 103,7% au lieu de 105,3%. La Grèce peut emprunter auprès de la Banque centrale européenne. Les Grecs continuent de vivre au-dessus de leurs moyens. Goldman Sachs encaisse près de 600 millions d'euros de commissions. Parallèlement, la banque investit des swaps de taux d'intérêt à long terme à taux variable. En clair, la banque achète des produits dérivés basés sur les obligations grecques, une sorte d'assurance contre la faillite de la Grèce. Une façon un peu singulière de prévoir l'avenir de son propre client. Dès 2004, les dirigeants européens commencent à réaliser à quel point l'économie grecque se porte mal. Dans les faits, le déficit grec atteint respectivement 4,1% en 2000, 3,7% en 2001 et 2003 et franchit la barre des 5,3% en 2004. Des taux qui dépassent de loin la règle européenne des 3%. Le poteau rose est découvert. Goldman Sachs a bien aidé la Grèce à maquiller ses comptes publics. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette édition de l'Intelligence du Monde consacrée à la Grèce. Dans la première partie, nous avons fait de l'histoire, j'ai envie de dire même de la préhistoire, parce que nous sommes allés vraiment très très loin
pour comprendre l'origine de ce pays, comment est-ce qu'il s'est comporté et comment il a réussi à faire disséminer sa pensée, sa façon de voir le monde à travers des siècles. Dans cette deuxième partie, nous questionnons la Grèce contemporaine avec justement ces contrastes. C'est un pays aujourd'hui qui est, pour être gentil, au bord de la faillite, qui a subi une crise violente et avec notre nouvelle invitée que je m'empresse d'accueillir, c'est Madame Kyo, c'est bien ça, je prononce bien, je vais m'arrêter à Kyo parce que le deuxième, il est un peu plus compliqué. Madame Kyo Raissa, bonsoir et merci d'être sur le plateau de Vox Africa. Bonsoir. Pourtant, le deuxième est le plus simple à prononcer, en fait, c'est Méguiez. Méguiez, voilà. J'y arrive finalement. Voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, c'est moi qui vous remercie. En principe, concernant les questions relatives à la Grèce, on va dire que je me suis intéressée au lendemain du référendum de l'été 2015 parce que je faisais des petites réflexions sur la capacité de l'Union européenne à pouvoir gérer les crises qui la concernent. Parce qu'on sait très bien que l'Union européenne s'est toujours présentée sur la scène internationale comme, comme un instrument ou alors une institution capable de pouvoir apporter des solutions à tous les pays ou alors à tous les continents, si on peut dire ça comme ça, qui se retrouvaient dans des états de crise. Et l'un des premiers continents auxquels l'Europe apporte toujours son soutien, c'est bien sûr l'Afrique. Mais maintenant, il faut se poser la question de savoir comment est-ce que cette Europe-là, très présente sur la scène internationale, parvient maintenant à gérer les crises qui la concernent. Et c'est donc dans ce contexte-là que j'ai commencé à émettre, on va dire, des petites recherches. Parce que pour parler de la question grecque, il faut vraiment remonter dans l'histoire, comme on l'a fait dans la première partie. Et c'est donc à partir de cela que je commence à m'intéresser à la crise de la dette publique grecque précisément. D'accord. En tout cas, merci. Vous nous confortez avec vos premières prises de parole que vous êtes la personne idoine pour nous permettre à comprendre un peu la crise grecque. Et c'est pour ça que je reste avec vous pour la première question. C'est quoi l'origine de cette crise? Nous, on a suivi ça en tant que journaliste de très loin. On s'est rendu compte un matin que la Grèce était en crise. Mais aujourd'hui, on a du mal à savoir d'où est-ce qu'elle est partie, cette crise. Alors, bon, pour ne pas revenir un peu sur ce qui s'est dit tout à l'heure, on va essayer de regarder, pour moi, on ne peut pas dire c'est quoi l'origine, mais plutôt quelles sont les origines de la crise grecque. Parce que les origines, il y en a plusieurs. Et là, il faut remonter même à l'époque où la Grèce était encore un royaume pour voir ce qui s'est passé. Parce que d'un point de vue politique, on va se rendre compte que la Grèce était un royaume qui avait connu une dictature imposée par le régime des colonels de 1800, si je ne me trompe pas, de 1838 jusqu'à 1974, où elle commence à devenir une république. Mais cependant, on va se rendre compte que la Grèce accepte d'être une république et accepte de répondre aux exigences des dirigeants européens qui voulaient faire de l'Europe le socle de la démocratie. Donc, elle quitte du régime de monarchie pour le régime de démocratie et devient une république. Mais cependant, donc, la Grèce, du moins, entre au sein de l'Union européenne, adhère à l'Union européenne, autant pour moi, en 1981. Or, la Grèce est en pleine reconstitution ou alors en pleine reconstruction de son économie et de sa politique parce que durant la période où elle était encore une monarchie, elle a connu des guerres et même des guerres civiles. Donc, c'est en pleine reconstruction de son économie que la Grèce adhère à l'Union européenne. Mais maintenant, on va se rendre compte que la Grèce adhère certes à l'Union européenne, mais le contexte qui prône à cette époque-là, c'est un contexte d'émergence avec le développement des industries lourdes. Or, la Grèce, on peut dire qu'elle est encore en train de développer ou alors en train de sortir des petites industries de terre, notamment le textile et l'agroalimentaire. L'Union européenne et les dirigeants européens savent très bien cela, mais pour eux, la Grèce peut être un atout d'un point de vue géopolitique parce que leur objectif était de pouvoir faire de la Grèce le socle de la démocratie pour pouvoir contrôler les flux migratoires au niveau de l'Europe
du Sud, au niveau de la partie de l'Europe Balkane, si on peut dire ça comme ça, l'Europe des Balkans, et de faire de la Grèce le leader au niveau de l'Europe, au niveau des pays de l'Europe Balkane. Bon, je les appelle comme ça, mais en principe, ce sont les pays Balkans. Et donc, la Grèce donc, va au fur et à mesure multiplier ce qu'on va appeler les prêts structurels durant toute la période de son adhésion à la communauté européenne, cela s'appelait à l'époque. Et donc, à partir de 2008, on va se rendre compte qu'il y a une crise économique qui est en train de toucher tous les pays du monde et principalement les pays européens qui ont investi de leur argent dans ce qu'on va appeler un an auparavant la crise des subprimes. Et donc maintenant, ces pays ne sont plus à même de pouvoir prêter de l'argent et leur économie semble être vraiment touchée par la crise. On va donc se poser la question de savoir à qui on a prêté maintenant. C'est chaque État européen qui veut préserver maintenant on va dire, ses finances. Mais la Grèce va être le pays le plus touché de l'Europe par cette crise. Tout simplement, pourquoi? Parce que ceux qui avaient l'habitude de lui prêter de l'argent, qui étaient ses créanciers, vont désormais mettre le frein à main et lui dire « Ok, d'accord, voilà que nous sommes, je dis par exemple en 2014, 3 milliards, on va dire 312 milliards d'euros de dettes que la Grèce nous doit et jusqu'à présent, elle n'arrive pas toujours à rembourser sa dette. » On va se rendre compte qu'en fait, la Grèce, durant toute la période où elle est entrée au sein de l'Union européenne, a multiplié les prêts, ne les a jamais remboursés et a investi dans ce qu'on peut appeler, on va dire, l'industrie de l'armement d'une part et aussi dans ce qu'on a appelé la mauvaise gestion des affaires étatiques. Parce que durant toute cette période, l'État sera plongé dans des phénomènes de corruption, dans des phénomènes d'évasion fiscale et tout ce qu'on connaît. Et puis maintenant, ça va non seulement augmenter la dette de la Grèce, mais celle-ci va se rendre dans les capacités de pouvoir la restituer. Et donc, voilà. Bon, peut-être on pourra y revenir par la suite pour approfondir les échanges. Je voulais justement qu'après avoir si bien planté le décor, qu'on puisse donner la parole à nos autres intervenants. Docteur Simodium, pourquoi, selon vous, on parle d'une escroquerie, en fait? Pourquoi est-ce qu'on parle, j'ai utilisé l'expression tout à l'heure, d'une fraude concernant la crise grecque et notamment la banque Goldman Sachs? Alors, j'ai lu un livre impressionnant d'un journaliste français, Marc Roche, La fraude, et qui a aussi écrit La banque qui gouverne le monde, la banque qui gouverne le monde, parlant de Goldman Sachs. C'est-à-dire qu'au moment où la Grèce est candidate pour entrer au sein de l'Union européenne, elle présente ses comptes. Ses comptes sont validés. Mais après, on se rend compte que les comptes n'étaient pas sincères et qu'une Grecque qui travaillait au siège londonien de Goldman Sachs avait été... Alors, Goldman Sachs, c'est une banque d'affaires qui aide les gouvernements. Ce n'est pas une banque commerciale qui a des agences, qui a des enseignes. Non, c'est une banque qui a 30 000 employés, mais qui n'a pas d'enseigne, qui n'a pas d'agence. C'est une banque qui n'a que des conseils à adresser à des gouvernements et à des banques commerciales. Donc, dans le cadre des prestations qui devaient bénéficier à l'État grec, Antigone Loudiadi, cette Grecque qui travaillait au siège londonien de Goldman Sachs, a aidé la Grèce à manipuler les comptes de façon à présenter les garanties nécessaires pour être admise au sein de l'Union européenne. Donc, on découvre donc 10 ans après que les comptes n'étaient pas sincères. La différence n'est pas très énorme. Elle n'a aidé qu'à dissimuler que 3 milliards de dollars, mais c'était suffisant pour fausser la décision des investisseurs, des gens qui ont accepté de mettre de l'argent dans les projets en Grèce. Le gouvernement grec empruntait, ces pays donnaient sur la base de ces comptes publics, mais on s'est rendu compte par la suite que ces comptes publics n'étaient pas sincères. C'est à cette occasion donc que dans le sillage de la crise financière de 2007-2008, Goldman Sachs prend donc un grand coup dans sa réputation,
vu que on venait également de découvrir le rôle que le Goldman Sachs avait joué dans l'affaire Abacus. L'affaire Abacus est une affaire de prêt immobilier toxique. Goldman Sachs rachète des créances immobilières toxiques et puis elle fabrique des paquets et puis elle fait noter AAA par des agences de notation. Par exemple, Fitch, Standard Fitch, Poor's. oui. Standard Poor's, Oui, Moody's. c'était Standard Poor's justement. AAA. Alors, les banques sont alléchées par la notation de ces créances et les achètent en grande quantité. Mais par la suite, on se rend compte que Goldman Sachs non seulement a vendu ses prêts auprès des banques, mais est allé en bourse pour parier à la baisse sur les produits qu'elle avait vendus à des clients. Donc, une autre fraude, donc une deuxième fraude, c'est-à-dire qui était plus grave encore parce qu'elle a provoqué la faillite d'une banque allemande, NBK. Cette banque a purement et simplement fermé la porte. Une banque qui était très équilibrée dans ses comptes, mais qui, pour la première fois de son histoire, a voulu prendre des risques pour gagner plus d'argent. Et elle est tombée sur Goldman Sachs. Donc, Goldman Sachs vend un produit et ensuite, ça va parier à la baisse, à la bourse, et provoque les conditions de l'effondrement de ce cours. Donc, elle gagne doublement, non seulement parce qu'elle va toucher des commissions, mais parce qu'elle va également, elle a également parié et que le pari s'est révélé positif. Donc, Goldman Sachs porte, avec l'affaire de la crise grecque et l'affaire Abacus, elle a gagné beaucoup d'argent. Elle a été traînée auprès de la commission des marchés. Elle a été condamnée à payer 550 millions de dollars, mais c'était rien considéré à ce qu'elle avait gagné. Avec ces deux affaires et beaucoup d'autres affaires, des affaires de collusion avec les gouvernements, avec l'Union européenne, avec le gouvernement fédéral américain, étant donné que quand vous regardez le gouvernement fédéral américain, vous vous rendez compte qu'il y a par gouvernement, par administration, au moins 5 Golden Boys. Avec Donald Trump, l'affaire est devenue très terrible. On a le président, le responsable de la société qui doit contrôler les marchés publics, les marchés financiers, je veux dire, les marchés financiers. Gary Cohn, c'est un ancien de Goldman Sachs. Nous avons le conseiller de Donald Trump, Antonio Scaramucci, c'est Goldman Sachs. Nous avons Stephen Mnuchin, le secrétaire au Trésor, Goldman Sachs. Et lui, il n'est pas le premier. Golden Boy a devenu qui a géré le Trésor. Avant lui, il y a Henry Paulson qui lui avait... Alors, c'est Henry Paulson qui, lui, a transformé Goldman Sachs. Parce que Goldman Sachs, avant 1999, était une banque qui avait une bonne réputation. Mais dès qu'elle est entrée en bourse sous Henry Paulson, elle a changé parce que les traders ont pris le pouvoir, faisaient beaucoup de spéculations, y compris en plein 11 septembre. Et quand ça gagnait, ça rapportait beaucoup d'argent, les dirigeants fermaient les yeux sur les méthodes et puis payaient de grands bonus, parfois jusqu'à 50 millions de dollars. Donc, il y a toutes ces collusions. Henry Paulson, lorsqu'il est devenu secrétaire au Trésor, c'est lui qui a géré la crise. Et a fait le plan, a convaincu le Parlement, qui a convaincu les deux chambres à voter un plan de 700 milliards, on a appelé le plan Paulson, mais il a fait couler Lehman Brothers, mais a sauvé AIG. Il a sauvé AIG parce qu'AIG était créancier de Goldman Sachs. Sauver AIG pour que AIG puisse payer les dettes de Goldman. Donc il y a toute cette collusion, tous ces conflits d'intérêts qui aujourd'hui ont fait de Goldman Sachs l'ennemi numéro 1 de la vertu dans le domaine de la finance. D'accord. Alors, avant qu'on ne revienne de manière profonde sur la crise grecque, donner la parole à Egris Lynch, qui est un spécialiste de Goldman Sachs. Pas vraiment. C'est lui qui connaît d'ailleurs la procédure non. que Goldman Sachs parce que, utilisait, le swap vous et savez, devise. le nom est arrivé comme ça, je veux dire, un cheveu dans la soupe. Avec la crise grecque, ça a pris de l'ampleur. Beaucoup de gens entendent parler de Goldman Sachs. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils savent vaguement que c'est une banque. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, je voulais quand même qu'on revienne un peu à travers ce que le docteur Simojom a dit et surtout qu'on insiste sur le rôle néfaste joué par Goldman Sachs dans la crise grecque. Non, je ne dirais pas un rôle néfaste. Il faut comprendre comment fonctionne le système financier.
Les investisseurs de tous bords sont toujours en train de chercher comment minimiser le risque et s'ils ne peuvent pas le minimiser, ou alors quand ils l'ont minimisé suffisamment, le repartir. C'est-à-dire que le distribuer entre plusieurs personnes. Ils partent du principe qu'un œuf seul ne peut pas supporter une maison, mais des millions d'œufs peuvent supporter une maison à cause de la répartition de la charge de poids. Ça, c'est le principe même des mécanismes de financement modernes. Mais juste une précision, ils n'ont pas sauvé AIG pour que AIG paye Goldman Sachs. Ils ont sauvé AIG parce que AIG assure 90% du segment de grosses industries aux États-Unis. AIG tombait, toute l'Amérique tombait. Et je te ferai voir un documentaire très intéressant là-dessus. Mais maintenant, pour revenir au problème grec, vous savez, ça me rappelle les jeux que nous faisions quand nous étions petits, peut-être pas vous, mais vous savez, on mettait un tas de terre, on met un bâtonnet au-dessus du tas de terre et on le gratte en chantant mini, 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 mini. Et le dernier a fait tomber le bâton de terre, tout le monde venait le rosser. Oui. Vous vous rappelez de ce jeu-là? Oui, bien sûr. C'est exactement ce qui s'est passé avec la crise grecque. Tout le monde, pas seulement Goldman Sachs, tout le monde savait que les Grecs avaient un déficit structurel. Pourquoi? Parce que la nouvelle création de valeur ajoutée est partie, et on l'a dit suffisamment ici, du segment marchand vers les segments de l'industrie et ensuite les segments de l'innovation. Des points où la Grèce n'a pas suivi. La Grèce était restée vraiment dans une économie marchande, une économie du tourisme et tout cela. Et quand elle sort de sa dictature, dont a parlé la dame avec beaucoup de brio, elle rentre dans un système où il est maintenant question d'apporter des solutions pour le peuple. Et elle est gérée par des gouvernements socialistes qui prennent des politiques sociales. Mais le problème avec les politiques sociales, c'est que les politiques sociales ont un coût. Et ce coût, les Grecs ne pouvaient pas le financer. Et on va plus loin. Ce n'était pas le problème vraiment de la démocratie et tout ça. On est en pleine bataille de blocs. Le bloc Europe de l'Est, dominé par la Russie, qui a pris une nouvelle forme, et le bloc Europe de l'Ouest. Et la Grèce est pratiquement aux confins des pays qui permettent de protéger l'Occident d'un certain nombre de pays qui, eux, sont du bloc de l'Europe de l'Est, notamment la Turquie et tout le reste. Donc, il y avait toute une idée à ne pas abandonner la Grèce, sachant très bien qu'elle avait des problèmes, parce que on aurait laissé la Grèce que les Turcs, qui ont déjà savamment envahi l'Allemagne, auraient ici mis main basse sur cette Grèce-là, grâce aux avances qu'elle aurait faites. Du coup, qui allait faire le sale boulot? Goldman Sachs était là. Et ils n'ont pas vraiment fait le sale boulot. Ils ont juste restructuré les comptes et repoussé l'échéance de la dette. Vous savez, je vais vous expliquer ça terre à terre, ce qu'on appelle le swap et tout ça. Vous pouvez me devoir 10 000. OK. Jeune homme, je dois 10 000 à Idriss. J'ai dit, OK, tu me dois 10 000, mais en réalité, ce qu'on peut faire, c'est qu'on change tout ça. Tu me donnes $100 et comme ça, je restructure après ta dette. Au lieu de me rembourser demain, parce que je sais que tu n'as pas l'argent, tu me rembourses dans 20 ans. Le fait est que, ou alors c'était dans 5 ans ou 10 ans, le fait est que on pensait que les 10 ans permettraient à la Grèce de se réajuster, mais le problème c'est qu'au bout du délai du swap de la dette, c'est-à-dire on le change contre d'autres actifs, et c'est là où tu as raison, on a créé des choses qui n'existaient pas. Vous savez, en finance, c'est ce qu'on appelle les Special Purpose Vehicles. C'est-à-dire qu'on crée un truc qui n'existe sur rien du tout. Cette structure rachète la dette, je peux prendre le cas du Cameroun, rachète la dette de toute l'Afrique. On dit, bon, on va créer un Africa Global Special Purpose Vehicle. Elle rachète toute la dette des pays africains et on décide que cette structure-là, parce qu'elle est bien gérée, parce que le président de ça, c'est un Goldman Sachs, il est sorti de ceci, on dit c'est triple A. Et tout le monde investit dedans, sachant très bien que la base derrière n'est pas solide. C'est ce qui est arrivé avec la Grèce. Les armes dont tu parles, qui a vendu les armes à la Grèce au final? C'est l'Allemagne. Et qui a prêté à la Grèce? C'est des banques allemandes. Et comment les banques allemandes ont prêté à la Grèce? Elles se faisaient faire des dépôts dans leur banque à taux zéro et elles reprêtaient l'argent à la Grèce à 12%. Vous comprenez un peu? Mais tout le monde savait, tout le monde, les Français, les Italiens, ils ne sont pas unis parce qu'ils veulent sauver l'Europe, mais c'est parce qu'effectivement, ils ne veulent pas qu'on voit leur tard. Ça a été une grosse faiblesse. Et l'histoire de Goldman Sachs, de la Grèce, me rappelle une autre histoire, mais que je te raconterai une autre fois. D'accord. Alors, je voudrais, avec Mme qu'on s'interroge justement sur la gestion de la crise. Parce que, comme Migris l'a très bien dit, une fois que la crise est arrivée, tout le monde s'est dit, mais
comment est-ce que la Grèce a été aussi mauvaise élève? Tout le monde s'est mis à taper sur la Grèce, à proposer des plans de restructuration. Il y a eu des départs, il y a eu Tsipras qui est arrivé, qui est parti, qui est revenu. On s'est retrouvé dans un imbroglio. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la gestion de cette crise grecque? Alors, on va dire que on va juste résumer la gestion de la crise grecque parce que pour parler de gestion, en tant que gestion, on ne peut pas dire qu'il y a véritablement eu de gestion. Ouais. Mais quand même, on peut dire que l'Union européenne a planté le décor pour pouvoir donner une leçon aux autres pays qui étaient en déficit et de leur tirer, parce qu'il faut qu'on replonge dans l'origine du Grexit. C'est-à-dire que on peut dire que c'est comme, on va dire, c'est toute une machine qui a été mise en place pour que le Grexit serve d'exemple aux autres pays de l'Union européenne qui connaissaient également des difficultés, on va dire, financières et économiques. Et maintenant, par quelle méthode l'Union européenne procède pour pouvoir, on ne va pas dire gérer, mais plutôt calmer, encadrer, si on peut dire ça comme ça, les tensions qui se soulevaient déjà. Parce qu'il faut voir que l'Europe, en principe, quand on parle même de démocratie européenne, on fait beaucoup plus référence au contexte ou alors au concept de socialisme. Parce que vous allez vous rendre compte que là-bas, le peuple a davantage de mots à dire. Quand on voit qu'une question ne peut pas être gérée sur la grande table de négociation avec les dirigeants, alors on procède au référendum. Et lorsqu'on va dans les profondeurs, on va se rendre compte que les populations, les citoyens européens en avaient marre. Trop d'austérité. Puisqu'ils vont se rendre compte que, d'une part, d'abord, ceux qui portent la dette grecque, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, quand les citoyens calculent par français, on se retrouve à près de 600 € de contribution. En Allemagne, on se retrouve à près de 1 000 €. Ça veut dire que chaque citoyen paye pour compenser les défaillances de la Grèce. Mais maintenant, l'Europe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, ok, d'accord, on sait que voilà, ça c'était un mauvais élève qu'on a pris. On l'a pris parce que dans le contexte de l'époque, il fallait qu'il nous serve de bouclier pour que nous puissions préserver notre hégémonie. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en place des mécanismes institutionnels, faire des assises, convoquer le Premier ministre de la Grèce, lui imposer de nouvelles réformes qu'il devra désormais mettre en pratique afin de pouvoir assurer sa stabilité au sein de l'Union européenne. Quand on voit bien le jeu qui s'est fait entre les dirigeants européens et le Premier ministre grec, on voit bien que le Premier ministre grec, lui, il était d'accord. Mais maintenant, il sait qu'il a une dette envers ses citoyens, qui, eux, sont déjà submergés par la crise. Par le poids de la dette, par la crise. Par la crise, avec la montée du chômage, l'accroissement des taxes et autres. Il se dit, bah, je vais procéder par référendum et je vais demander à mon peuple de voter. En fait, quand les Grecs votent non, on va dire que c'est un message pour dire à la Troïka qui est composée des créanciers de la Grèce, notamment les institutions de l'Union européenne et du FMI, que les mesures d'austérité que vous nous imposez doivent être allégées. Donc, on va dire en quelque sorte que, pour résumer, l'Union européenne a mis en place des stratégies qui consistaient à imposer des réformes nouvelles à la Grèce, que la Grèce doit appliquer désormais pour assurer sa stabilité. Mais cependant, ces réformes, du moins, la Grèce souhaite les appliquer de façon progressive, pour ne pas être en désaccord avec les réalités qu'elle vit déjà au sein de son État. Alors, je vais revenir vers vous pour conclure cette émission, parce qu'il nous reste malheureusement très peu de temps. On ne voit finalement pas le temps passer. Alors, docteur Simodion, pour une dernière prise de parole, le cas grec, comment est-ce qu'on peut le ramener au cas de certains pays africains, au cas du continent africain? Parce que le plus important pour nous, quand on étudie ces pays-là, c'est de voir qu'est-ce que l'Afrique peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce que la Grèce vit aujourd'hui. Alors, j'ai deux derniers commentaires. Le premier, c'est concernant l'Afrique, comme vous le dites. La leçon que nous tirons, c'est que nous ne pouvons pas construire une union de chèvres dans les enclos. C'est-à-dire, bon, tu es un chèvre, tu es une chèvre, tu es une chèvre. Bon, allez, on va vous mettre dans un enclos et on va être une union. Il faut à la base interroger les convergences. Et c'est pour cette raison qu'il est difficile de construire une union avec des économies très fortes,
et des économies très faibles. C'est un grand défi. L'euro profite à l'Allemagne parce que l'Allemagne fait 252 milliards d'euros d'excédent commercial en 2016. Là, l'euro lui profite. Mais qu'est-ce que l'Espagne exporte? La tomate. Qu'est-ce que la Grèce exporte? Rien du tout. Qu'est-ce que le Portugal exporte? Rien du tout. Donc, c'est des pays faibles et ils ont besoin d'une monnaie faible pour jongler avec. Mais quand vous avez une monnaie aussi forte qui vous écrase, est-ce que vous pouvez vous en sortir? Donc ça, c'est la question. Les monétaristes expliqueront mieux que nous. Nous nous contentons d'observer que c'est difficile, que c'est un défi. Ils nous expliqueront peut-être que c'est possible. Donc, revenant à l'Afrique, nous dirons que l'unité que les pays africains veulent construire est louable. Il faut toujours être soudés. Ensemble, on va toujours plus loin que lorsqu'on y va seul. Mais il faut réfléchir sur les bases. Il faut bien poser les bases. Il n'est pas obligé qu'on fasse des unions monétaires. On peut faire d'autres types d'unions. Il y a des unions douanières, il y a des unions économiques, mais pas des unions monétaires. Il y a plusieurs formes d'unions, mais si nous voulons faire une union monétaire, on doit s'arranger pour que la monnaie bénéficie à tout le monde. Autrement dit, on va se retrouver 20 ans, 30 ans, avec le fort qui écrase le faible. Aujourd'hui, l'Allemagne prend à Francfort la BCE. La BCE est chez elle. Elle prend à peut-être 0,10%, 0,1%. Elle place à 10% à la Grèce. Elle se fait payer. Les Allemands doivent chacun 1 000 €, peut-être. Mais ce que l'Allemagne gagne dans la spéculation entre Francfort et la Grèce, c'est largement suffisant pour compenser 10 fois ce que les Grecs ont perdu dans la dette publique grecque. Donc, c'est une question complexe. La souveraineté monétaire résulte de cette démarche. La Grèce, aujourd'hui, tôt ou tard, le débat sur la souveraineté monétaire va rejaillir, malgré l'échec du Grexit. L'Europe s'est mobilisée, l'Allemagne et la France se sont mobilisées pour qu'il n'y ait pas de précédent. Parce que si jamais la Grèce sortait, c'était fini pour la monnaie commune. Alors, le deuxième et dernier commentaire, ça ne concerne pas l'Afrique, ça concerne les scénarios qu'on élabore sur l'avenir du monde en termes d'épuisement de la superpuissance américaine. Et également, il y a un scénario qui est souvent avancé, à savoir la prise de pouvoir par des multinationales, les FIM. Aujourd'hui, Goldman Sachs nous permet de réfléchir un peu plus pour voir... On parle de Goldman Sachs, mais on peut parler aussi des grands banques comme HSBC. On peut parler de Google, par exemple. On peut parler de Google dans le domaine. Oui. Oui. Les multinationales sont en train de se constituer comme des superpuissances. Et les États assistent parfois impuissants à leur excroissance. Les États-Unis d'Amérique regardent impuissants les banques comme Goldman Sachs, devenues too big to fail. On ne peut plus lui parler n'importe comment parce que ça fait beaucoup d'emplois, ça fait beaucoup d'engagement dans la société. Et en troisième position, ça fait des gens très influents. Comment vous allez parler à Goldman Sachs quand Goldman Sachs a positionné Mario Draghi ici, a positionné Gary Cohn là-bas, Antonio Scaramucci là, Stephen Bannon ici, même jusqu'à la Banque du Canada, Goldman Sachs place des pions. Même un ancien ministre du Commerce du Nigeria était un ex-Goldman Boy. Goldman Sachs domine le monde en positionnant les hommes partout. Donc, ça couvre ces conflits d'intérêts et personne ne peut plus lui réclamer d'être plus juste, d'être fair. Donc là, on est en train d'engager des réflexions sur l'avenir des firmes, l'avenir des multinationales. Est-ce qu'elles deviennent plus puissantes que les États? C'est déjà presque le cas. Je pense que la question se pose. Est-ce qu'elles défient les États? Quand on voit les difficultés que les États ont, par exemple pour la recette fiscale, quand on voit aujourd'hui que les États sont parfois obligés de se plier que les multinationales acceptent de payer des impôts, on peut dire qu'on est déjà dans ce cas de figure-là. Alors, un petit exemple, quand Apple a eu des mêlées avec la Commission européenne au sujet des rescrits fiscaux avec l'Irlande, c'est Jack Lew, à l'époque, en 2013, qui était le secrétaire du Trésor de l'administration Obama, qui écrit à Margaret Vestager, non même pas à Margaret Vestager, parce que ça c'était la dame qui était à la commission de la concurrence. Il écrit directement au président Juncker de la commission de l'Union européenne pour lui dire, faites attention à ces amendes que vous faites, que vous établissez à l'endroit de nos multinationales. Ça va devenir très dangereux si vous continuez. Donc, les multinationales tiennent les États. Les États sont obligés de suivre. Et d'ailleurs, on a constaté par la suite qu'un mois après,
Washington frappait une entreprise allemande, Deutsche Bank, une amende très historique, 14 milliards de dollars, là où l'Europe avait frappé l'Irlande avec une amende de 13 milliards d'euros. Donc c'est à peu près la même chose, c'est une réplique. Donc aujourd'hui, les multinationales peuvent décider d'une guerre entre les États. Merci les multinationales beaucoup. peuvent dominer les États et peuvent pousser les États à s'opposer les uns les autres. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus assez de temps. Je vais donner la parole à Egris Lynch pour conclure, pour sa conclusion de cette émission. Non, je pense que la crise dette nous rappelle qu'il y a lieu de repenser la configuration de l'économie mondiale. On ne peut plus continuer d'avoir une économie qui est basée sur l'endettement, parce que malheureusement, c'est vrai. Parce que quand on parle de la crise dette, on parle de quelques centaines de milliards de dollars. Le stock de la dette, des obligations dans le monde, en 2016, était de 215 000 milliards de dollars. Il n'y a pas que la Grèce. Et je regardais encore un document de la Credit Suisse Research, Intelligence Research, qui montrait que les ménages du monde se sont endettés en 2016 à hauteur de 2 000 milliards de dollars. Les Africains ne sont vraiment pas là-dedans. On était autour de 20 milliards de dollars d'endettement. Donc au final, il faut qu'on change cette configuration, cette peur de la dette. Parce qu'au final, si on a opté, n'oublie pas une chose, Jules, lorsqu'une banque te donne de l'argent ou bien un créancier, il te donne 100 francs. Mais il ne te donne pas les 10 francs d'intérêt que tu vas rembourser avec les 100 francs. Or, il t'oblige à rembourser les 10 francs d'intérêt, qu'il y ait des problèmes ou pas. Donc, je pense qu'il faut qu'on change complètement la structuration de l'économie mondiale. Et aujourd'hui, des grands groupes, comme par exemple le cadre d'annulation de la dette des pays du tiers-monde, revendiquent un audit de la dette des pays africains. C'est très important. Il faut qu'on fasse un audit et qu'on voit... Parce que la plupart des pays africains continuent à rembourser une dette dont on ne connaît ni les tenants, rien qu'avec le changement des variations de taux de change. C'est-à-dire la différence entre le dollar et par exemple le Kwanza, le Kwacha, le shilling ou encore le franc CFA, rien que les variations de taux, les pays africains dans leur ensemble ont remboursé 5 fois le principal de leur dette, mais n'ont pas encore terminé de rembourser. C'est le cas de l'emprunt souverain du Cameroun. Je crois que tu as écrit un article pour expliquer que... Bon, ils ont pris une option pour se protéger des variations du dollar, mais ça a été une bêtise parce que finalement, ils payent plus cher la dette qu'ils n'auraient payé normalement. C'est-à-dire qu'on a reçu un argent et finalement, on va rembourser beaucoup plus qu'on a reçu parce qu'on a voulu se protéger de quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ce qu'ils appellent des swaps de devises dans le cas des obligations. Oui. Donc, il faut revoir vraiment l'économie du monde, Jules, et sortir un peu de là-dedans, de cesser de toujours vouloir exploiter les plus faibles. Parce qu'au final, tous ceux qui ont tapé le bâton, c'est les plus faibles. Voilà. Madame, pour conclure cette émission. Alors, ce qu'on peut dire concrètement, c'est que l'histoire en fait de la Grèce dans son ensemble ou encore que la situation de l'Europe serve d'exemple à tous. Parce que voilà, on va dire, une union qui s'est bâtie 60 ans après. On n'arrive pas à faire de véritables conclusions parce qu'on se rend compte qu'elle n'a pas accompagné sa politique de développement. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'Afrique prône l'union, c'est-à-dire qu'on a mis en place une institution, l'Union africaine, que nous saluons d'abord parce que c'est une bonne initiative. Mais si on veut rentrer dans le même chemin ou alors le même chemin que l'Europe a emprunté, on va se retrouver là où l'Europe est actuellement. Donc, en fait, c'est une occasion pour nous de repenser même d'ailleurs, de nous remettre, nous, en tant qu'Africains, en question. Et là, on va maintenant se rendre compte que si on veut aujourd'hui prôner une union, qu'elle soit économique, politique, sociale ou même encore culturelle, on doit d'abord prôner, on doit prôner la pratique du développement. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce n'est que de ça qu'il s'agit. Pendant que les pays, la France, l'Angleterre, je ne sais pas trop, l'Allemagne, ont essayé de rattraper ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'état final du développement, des pays comme la Grèce sont restés en arrière. Et ce sont ces mêmes pays qui aujourd'hui, on peut dire un peu,
ternissent légèrement ce que la construction européenne aurait pu être 60 ans plus tard. Donc, en fait, c'est l'occasion pour nous non seulement de nous remettre en question en tant qu'Africains, mais de promouvoir davantage l'éthique et le développement pour pouvoir aboutir à ce que nous voulons en tant qu'intégration. Merci en tout cas, merci à tous les trois d'avoir accepté d'être sur nos plateaux ce soir. Merci madame, monsieur, à vous de nous avoir suivis une fois de plus. Prenons rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle édition de l'Intelligence du Monde. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.